Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises et des organismes. On est présentement à Montréal Connect sous le thème de la révolution organisée par le Printemps numérique. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi Monsieur Yacine. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode est une présentation du Printemps numérique. Comment ça va? Très bien, merci de m'avoir. Excellent, bien, ça me fait plaisir. Tu m'as permis de te tutoyer, donc je vais le faire. Ça se peut que je te vois des fois, des formations professionnelles. Écoute, Yacine, tu m'as été chaudement recommandé par nos collègues, entre autres, de Innovlog, qui se promènent un peu partout et autres, avec qui est-ce qu'on collabore. Première des choses, Yacine, j'aimerais apprendre à te connaître, toi, l'individu un peu plus, avant de rentrer dans les trois différentes carrière qui se côtoient en parallèle, l'entrepreneur, l'investisseur et autres. Tu es un gars, Yacine, qui vient de où? C'est quoi un petit peu ton parcours qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui? Autant ce parcours professionnel aussi, là, surtout les expériences de vie que tu as eues qui t'ont amené jusqu'à où est-ce que tu es présentement. Si je voulais me définir, je dirais que je suis entrepreneur dans l'âme. OK. Depuis mon très jeune âge, j'ai commencé la start-up quand j'avais 19 ans. Et c'était assez atypique parce que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Comme moi, j'étais passionné par le digital, par la programmation, par l'infographie. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais monétiser ma passion. Ce que j'adore faire pouvait être vendu, monétisé. En fait, c'est la définition de la start-up. Absolument. C'est d'avoir un driver, de faire ce que tu adores faire. Et puis après, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc, j'ai découvert. Puis aller chercher une autonomie là-dedans aussi et tout, puis de bâtir une valorisation, puis de passer. Exactement. Après, chercher le financement, apprendre sur le tas la compta, le hiring, le DRA, la gestion des ressources humaines, etc. Fait que les premières startups, c'était dans le monde de l'infographie? Et en fait, c'était une start-up de transformation digitale web dans le temps. OK. C'était en 2004-2003. OK. Où la programmation avec la web. bulle web un peu, tout le monde voulait un site web, une image de marque sur Internet, je crois. Exactement. En fait, il y avait beaucoup de business en Europe et au Maroc. Oui. Il y avait besoin d'utiliser le web, pas uniquement en tant que vitrine, mais ils savaient qu'il y avait un potentiel pour gérer les activités, pour gérer les bookings, pour gérer le transactionnel, en fait. Là, le transactionnel. Et ils voulaient que leur site web soit plus qu'une plateforme de commercialisation ou de présentation. Et donc, il fallait derrière faire du PHP, la gestion de MySQL, le développement d'algorithmes pour pouvoir, à titre d'exemple, on avait quelqu'un qui était le champion de l'allocation de voitures à Copenhague. Oui. Et donc, il ne voulait pas avoir deux systèmes, un système desktop et un système web, il voulait merger les deux. Et donc, moi, dans le temps, il n'y avait pas de CMS, la programmation était un peu plus difficile qu'aujourd'hui. Oui. Donc, ça nous permettait, à partir du Maroc, de marketer des solutions de digitalisation customisées à ces entreprises. Et donc, il fallait aussi... Et compétitive au niveau financier, accessible quand même, puis une rapidité de mise en exécution. Là. Exactement, parce qu'une boîte en Europe dans le temps, il fallait attendre, les prix étaient chers. Oui. Et on a commencé à exporter ce savoir-faire Made in Africa d'une manière très opportunistique. On ne savait pas que ça pouvait scaler en Europe, mais en fait, il y avait des besoins. Il y avait des amis d'amis qui nous ont contactés. On a commencé avec le premier, le deuxième, le troisième client. Et in fine, on a coulé sous les commandes et on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle le PMF, le Product Market Fit. Il y avait un vrai besoin, une solution customisée, simple, intuitive, avec beaucoup d'infographie aussi, parce qu'in fine, c'était un site web. Oui. Il fallait qu'il soit intuitif. Ce n'est pas le RP qui est difficile à utiliser. Non, c'est pas un système comptable. Il faut que le UX soit convivial, que tu aies le goût de naviguer dedans là, et tout. Là. Exactement. C'était en fait le début du SaaS. OK. Et donc, on a développé cette startup qui s'appelait MJD dans le temps. Et juste après, en fait, parce que moi, j'étais ingénieur industriel, donc j'étudiais l'ingénierie. Avec deux fondateurs, on a créé une startup industrielle. OK. En fait, parce que la force de la startup, c'est que c'est le client qui définit le produit, c'est pas le produit qui définit le client. Donc, si on n'a pas la voix du client, si on n'est pas très curieux pour comprendre comment itérer, améliorer, ce qu'on appelle iterate every day and ship every day,
En fait, on ne pourra jamais arriver à ce product market fit et réussir. Après 5 ans, on va mourir. On va avoir fait brûler tout l'argent qu'on avait. Si on se rend 5 ans, on est bon même. Là. Il y a comme une vallée de la mort si on n'a pas réussi. En fait, la vallée de la mort, c'est arriver à communiquer avec le client correctement pour comprendre ce qui marche. Parce que personne ne sait ce qui marche avant que ça se réalise. D'ailleurs, je le dis toujours aux startups que j'accompagne. Ils me posent toujours la question, comment on saurait qu'on a atteint le product market fit? Je leur dis, vous allez savoir parce que vous allez couler sous les commandes. Le jour où vous atteindrez le c'est le meilleur indicateur de performance. C'est les plus beaux problèmes à avoir en entreprise, ça. Exactement. Avoir trop de commandes, les gens ne peuvent pas se plaindre de ça. C'est la plus belle chose. Moi, le KPI numéro 1 que je donne aux startups, quand ils commencent du moins, c'est à combien de clients est-ce que tu as parlé cette semaine? C'est un très bon indicateur, surtout en early stage, en amorçage. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Parce que les gens, parfois, il y a des entrepreneurs qui ferment la porte pendant 6 mois pour travailler sur un produit parfait, ouais. mais après, qui ne peut pas être monétisé, qui est parfait pour lui-même et pas pour le client. Mais parler au client chaque jour, ça veut dire avoir un insight qui te permet d'itérer, d'améliorer ton produit, en fait, c'est le succès. Même si le produit est scrappy, il est très basique, mais ça réussit parce que, in fine, si tu fais ça, si tu rencontres plus de clients, les clients voudront to meet you halfway. Ça veut dire ils accepteront un produit qui n'est pas parfait parce que tu aurais intégré des features qui répondent à leurs vrais besoins. Ouais. Et là, c'est eux qui vont t'aider à améliorer. Mais... Ils vont être prêts à faire la concession pour que toi, tu le fasses dans 3 mois, puis on va pouvoir progresser, puis il y a un flot d'argent qui va pouvoir rentrer dans l'organisation. Là. Money is king. Le cash is king, excuse-moi. C'est comme hyper... Le cash flow, c'est king. Hein. La boîte, c'est le cash flow. D'ailleurs, ça me ramène à ta question par rapport à la deuxième startup. On a fait de l'industriel. Okay. On a développé des produits customisés. Donc, on a essayé d'appliquer le concept de la voix du client, client first, à un domaine industriel où les clients... Lequel c'était? En fait, on développait des produits d'hygiène industrielle customisés aux usines. Okay. C'est-à-dire, dans les usines, c'était très difficile de nettoyer parce que les produits étaient génériques. Oui. Et donc, le type de graisse, le type de saleté, le type de... surtout pour l'agro-industriel, il fallait avoir des produits customisés qui n'existaient pas dans le temps. Donc, il fallait acheter le même produit. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on a fait des enquêtes clients. On leur a dit, quels sont vos vrais problèmes? C'était très simple. Bon, l'équipement tel, pour le nettoyer, ça nous prenait 2 jours. Alors que normalement, le produit devait travailler, devait dégraisser, avoir des capacités chimiques assez customisées au type de, de la saleté. Et donc, ce qu'on a fait, c'est avec un chimiste qui était cofondateur, qui avait la capacité de formuler et d'itérer. Ce qu'on faisait, c'est on rencontrait des clients chaque jour. On essayait de prendre des échantillons. Dans le laboratoire, on développait des formules adaptées. On revenait. Okay. Et cette expérience, pour le client, cette expérience de customisation, il se sentait chouchouté. Unique et spécial. Ouais. Alors que les autres, ils ramenaient un produit. Et ce que j'ai fait, moi, grâce à l'infographie et au digital, c'est que je customisais même le packaging. OK. Donc, à chaque type de nettoyage, chaque équipement, en fait, il y avait un produit adapté. Et même sur le visuel. Ce qui facilitait pour le client le choix du produit. Les ouvriers, les managers connaissaient que ce produit, il est le bon pour cet équipement. En fait, on a appliqué la notion de la tech, du SaaS client au centre, à un domaine industriel et qui n'a jamais changé depuis le temps. Et d'ailleurs, bravo, c'est quand même très, très créatif et révolutionnaire comme approche, justement. Ben oui. Il y a beaucoup de manufacturiers qui se doivent de s'inspirer du développement logiciel, de devenir agile, de penser à la dématérialisation de ce qu'ils font des fois. Il y a plein de cas uniques qui peuvent être appliqués puis de changer les modèles d'affaires. Fait que c'est ce que tu as apporté dans le fond dans ta deuxième entreprise. Exactement, tu as tout à fait raison. En fait, le business model n'a pas changé depuis des dizaines d'années dans l'industrie. On a des usines, on achète des équipements. Oui. Et on fait des appels d'offres, et puis les gens, c'est eux qui nous offrent des produits qui sont customisés ou pas. Et c'est à l'ingénieur, au plant manager, à s'adapter à un marché qui ne l'écoute pas. Donc, nous avons essayé, mais en tout cas, vous avez parlé de cash, on a très mal géré le cash. OK. Parce qu'on a coulé sous les commandes, on a eu une très grande commande. Et in fine, pour la financer, il faut un BFR. Parfois, il ne faut pas accepter de commande. Clé de réussite ou le premier indicateur pour dire si une startup réussit ou survit au moins, c'est le cash.
Absolument. C'est pas le chiffre d'affaires, n'est-ce pas? On peut avoir le chiffre d'affaires, on peut vendre, je sais pas, 90 cents for $1 et générer un immense chiffre d'affaires, mais si on gère pas le cash et la marge brute, ça casse et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai appris the hard way quand j'étais très jeune que the cash is king. Et le cash statement, c'est ce qui va définir que ta startup a réussi ou pas. Mais c'était une belle expérience. En tout cas, tout ça pour te dire que je suis entrepreneur dans l'âme. Et quand je suis passé à la corporate par la suite, je suis resté entrepreneur, même dans la façon avec laquelle j'appréhendais les projets. Quand on avait une problématique, moi j'essayais de la switcher, de la transformer en une opportunité. Et donc, je ramenais une nouvelle façon de faire, un nouveau business model, un nouveau produit. Non, c'est une perspective d'entrepreneur que tu apportes dans ce que tu fais présentement. Puis ce que tu fais présentement, c'est que tu es investisseur dans des entreprises, des startups aussi? Ben, juste après les 2 startups que j'avais créées, j'ai fait de l'industriel. J'étais directeur d'une filiale industrielle, 600 personnes, classique. Oui. Et j'ai essayé de faire du lean manufacturing, une façon de transformer en fait la boîte. Oui. Mais juste après, en fait, ça m'a pris, en fait, je voulais faire de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé une corporate startup au début qui s'appelait OCP Technology au sein de la corporate. Mais à partir de 2018-2019, je me suis reconverti en VC. OK. Dans le capital risque et dans l'entrepreneuriat pur et dur, en créant une autre filiale qui s'appelle Fovatech, industrielle, la machinerie industrielle connectée, comme tu le dis, centrée sur le client, pas sur le produit lui-même. Et je suis investisseur capital risque, donc j'ai investi dans les startups Deep Tech et Tech. OK. Donc on a investi dans plus de 32 startups jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme, Du bravo. monde entier, et puis voilà, on les suit. Autant software que hard tech, les deux côtés ou? Alors, on ne fait pas cette répartition hard tech, software. On répartit notre portfolio en deep tech et en tech, shallow OK. tech. Deep tech, c'est toute solution de rupture qui est basée sur la science ou sur la rupture technologique qui est très profonde. Oui. Qu'elle soit développée dans un laboratoire d'université ou dans un garage, quelqu'un qui a imaginé une technologie assez disruptive. Et la tech, c'est la révolution, c'est la rupture dans le business model. On a Parfait. un stack tech et donc on développe une marketplace qui n'existait pas. On développe un Uber qui connecte Ouais. les drivers avec. Donc en fait, c'est une innovation qui est assez différente. Donc on fait les deux. Oui. Et avec une préférence pour la deep tech en tout. Ouais, hein, c'est comme viscéral, plus vous avez plus d'atomes crochus avec la deep tech qui est comme un disruptor dans un marché, là. Ouais, parce que le upside dans une deep tech, il est énorme. Hein. Mhm. Une deep tech, quand ça réussit, c'est une licorne. Ça c'est peut de- être une licorne, exactement. Exactement. Puis à l'heure actuelle, vous avez des investissements dans 32 différentes sociétés. Vous prenez des parts minoritaires. Comment ça fonctionne, un peu le modèle d'affaires au niveau du VC? Alors, on est un pur VC. Un VC est minoritaire en général. On n'est Ouais. pas majoritaire parce que bon, il faut laisser le contrôle Et l'oxygène à l'entrepreneur qui est là, puis l'accompagner, là. surtout en early stage, hein, parce que nous, on est spécialisé dans le pre-seed et le seed. Donc, en général, on investit dans l'entrepreneur, le fondateur lui-même. Oui. On dit que ce gars-là, il a la capacité de conduire cette entreprise pour le stage, la phase late stage. Et ce qu'on fait en général, c'est on prend moins de 20%, moins de 20-30%, ça dépend des cas, ça dépend du ticket d'investissement. Donc, on est minoritaire, on est dans l'advisory board, on est dans le board, on est là pour l'aider, pour le supporter. On le met en relation avec tout un écosystème de R&D, de labos et aussi nos réseaux, et B2, en fait, qui leur permettent d'avoir des commandes, mais aussi des advisors qui font partie de l'écosystème UM6P. Mhm. Et donc l'idée, c'est de donner de l'odeur à notre argent. Hein. Ça veut dire quand on investit $1, ça veut dire que derrière, il y a tout un système de support qui va accompagner l'entreprise. Absolument, c'est à sûr. Là. réussir. Parce que tu veux qu'il se valorise beaucoup plus que si tu l'avais mis à la bourse les dernières années, puis faire 15 20 whatever. Quand on le met là, c'est du capital de risque aussi. Fait qu'on veut mettre tous les ingrédients nécessaires pour favoriser l'explosion d'une licorne là, à un autre niveau. C'est quoi les différents outils ou supports que vous apportez au VC? Est-ce qu'il y a une unicité particulière à votre fonds d'investissement? Oui, notre fonds, il est particulier parce qu'il est basé en Afrique, OK. Ou en Afrique? au Maroc, OK. mais nous investissons dans le monde entier. Donc nos investissements, ils sont sur plusieurs continents. Nous investissons aussi sur des startups cutting edge, mais on cherche toujours ce lien avec UM6P, avec notre écosystème.
parce que nous, on fait partie quand même d'un hub d'innovation. On Mhm. leur dit, écoutez les amis, quand on investit chez vous, en fait, vous aurez accès aux meilleurs experts. On leur donne la liste. On leur dit aussi qu'on sera votre gateway pour l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est un immense marché. Absolument. Qui est en effervescence à l'heure actuelle, de ce que je comprends, là. J'en parle beaucoup du Maroc, j'ai parlé avec les gens du Sénégal, j'ai parlé avec des gens, la Tunisie aussi tantôt, puis l'activité économique semble être au balbutiement de ce que ça va être dans les 10, 15, 20 prochaines années en Afrique à l'heure actuelle, là. Exactement. Il y a on va dire, un point d'inflexion sur le marché africain pour des raisons très simples. C'est parce qu'on a démocratisé un peu l'accès à l'IA, Mhm. à l'éducation en ligne. Des jeunes, vous connaissez les chiffres, l'Afrique, c'est une population très très jeune. Oui. Et donc, en relation avec ça, on a aussi dans l'université dans laquelle on opère, des écoles de coding, des écoles de CS, des écoles de chimie, des écoles en advanced materials. En fait, des disciplines qui permettent d'être un vrai fuel pour ces startups, pour leur croissance, OK. avec des niveaux une qualité de formation qui n'a rien à envier Fait avec que les vous apportez écosystèmes. du savoir-faire, même une compétence technique qui pourrait venir d'une école à une start-up qui aurait une problématique X. On peut trouver un des experts qui est en train de finir son projet de maîtrise, par exemple, pour venir finaliser telle chose. Vous faites cette mise en relation-là aussi, le lien avec les écoles. Exactement. Je vous donne un exemple. On a investi dans une startup qui est en train de révolutionner la batterie, OK. qui a été créée par quelqu'un qui a géré une gigafactory pour Tesla. Oui. Et qui est en train quand même de révolutionner la façon avec laquelle on crée le système des batteries à travers l'amélioration de l'homogénéité en fait de la batterie, de l'électrolyse. Et donc, cette entreprise, elle a visité le Maroc et s'est dit, mais en matière de matières premières, c'est top. Vous avez accès à cette belle matière première. Oui. Vous avez accès au talent. Moi, je veux recruter. Et je veux avoir aussi une branche au Maroc parce que je veux développer quand même le hub qui va me permettre peut-être de faire une extension au Maroc. En matière de manufacturing, Je pense qu'il y a 1 million de voitures par année qui est fabriquée au Maroc. presque. Presque, un là. million, en fait. C'est- C'est ouais. le prochain objectif, mais des centaines de milliers en tout cas. Et on est le premier exportateur de voitures vers l'Europe. Donc, en matière d'infrastructure, de savoir-faire, Mhm. en manufacturing d'automobiles. Le tiers 1, 2, 3, les sub-assemblies peuvent être là aussi. Exactement. Donc, il s'est rendu compte en fait que même si lui, il est basé à la Silicon Valley, être au Maroc, c'est en fait un avantage comparatif que les autres startups à côté n'ont pas. Ils n'auront pas accès à ce savoir-faire, à ce marché, à cet espace où il y a une émulation qui est inédite. Donc, il s'est dit, oui, moi, on a investi et puis il a ouvert. Et donc, aujourd'hui, ça se passe très, très bien parce que il est même en train de penser à comment ancrer encore mieux sa présence. Donc, c'est ce type d'investissement qui nous permet aujourd'hui de contribuer à changer cette perception parce que l'Afrique, parfois, elle est perçue comme une zone où la technologie ne peut pas être développée, où il y a des zones, instabilité, etc. On a l'image un peu de Oxfam encore beaucoup trop ancrée dans certaines mentalités, ce qui n'est plus du tout le cas, là. Ouais, en tout cas, le problème, il est assez ancré parce que quand on parle d'Afrique, on essaie d'imaginer une seule Afrique. Oui. Mais finalement, l'Afrique, c'est l'un des plus grands continents dans le monde. Là où il y a le plus de pays, ça se peut-tu quasiment? ça? Ouais, 54, je pense, pays, c'est énorme. Et fragmenté en plus, hein. Fragmenté culturellement, il y a plusieurs langues qui sont parlées. Et aujourd'hui, si on veut appréhender l'Afrique, on est obligé de faire notre homework, hein. En tant qu'investisseur, en tant que start-upper, on est obligé de comprendre quelles sont les différentes différenciations entre ces écosystèmes et surtout, choisir les régions qui vont servir soit notre thèse d'investissement, soit notre start-up. Oui. Et c'est ce qu'ont fait ces startups dans lesquelles on a investi. Ils ont compris que le Maroc a des atouts. Donc, on a des health tech, on a des Qui peut être un beau point d'entrée avec une connaissance du reste du marché pour après ça faire la deuxième expansion et pouvoir créer une croissance de l'entreprise au travers de ce marché-là, dans le fond, là. Exactement. Bon, il y a le marché africain, certes fragmenté, parce qu'il faut qu'on reste modeste aussi. Oui. Il est très difficile d'exploiter les 1,4 milliard d'habitants, qui est énorme quand même, avec une middle class qui est en train de croître chaque année. Il faut dire que exporter d'un pays, au sein d'Afrique, d'un pays à l'autre, c'est Il y a un Free Trade Agreement, je pense, en Afrique. Ça se peut-tu? sur l'Afrique de l'Ouest, oui. En fait, il y a des régions OK. qui ont mis en place ce Free Trade Agreement, ce qui n'est pas connu.
Mais en tout cas, l'Afrique, il y a pas un seul free trade agreement comme l'Europe ou comme d'autres régions. J'étais sous la mauvaise conception que oui, qu'il y avait mais c'est pas le cas, je suis pas un spécialiste du tout, là. Il y a des Des sous-agreements. sous-agreements dans des régions qu'on essaie d'étendre et on est en train de faire beaucoup de lobbying pour pousser on va dire ces zones de commerce libre. Mhm. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On peut développer une présence sur plusieurs sous-régions et commencer par le commencement qui est exploiter les avantages de chaque sous-région. Et puis dès lors qu'il y a des ouvertures, exploiter ce marché-là. Donc il faut commencer par le commencement, donc le talent, les infrastructures, les marchés locaux et régionaux. Oui. Et puis un jour ou l'autre, l'Afrique comprendra que unifier en fait l'Afrique sur le plan commercial, ça va être hyper bénéfique pour toute l'Afrique et ça va se faire. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut être humble. En Afrique, on a un marché qui est fragmenté, Oui. mais on a des régions comme le Maroc, le Kenya, le Ghana, l'Égypte, le Nigeria. En fait, il y a de beaux écosystèmes qui peuvent aujourd'hui être le meilleur socle pour une extension d'une entreprise canadienne, américaine, européenne, pour premièrement faire une croissance rapide Mhm. à un coût très raisonnable et exploiter le marché africain aussi pour le next scale. Parfait. Est-ce qu'il y a certains types d'industries au Canada, certains types de start-up qui devraient s'intéresser à ces opportunités-là? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité précis? Je donne un exemple. J'ai fait un podcast, j'ai rencontré un chic type qui a révolutionné un procédé de fabrication dans le plastique. Des matériaux composites, qui m'expliquait que versus ce qu'il avait développé de la fibre carbone, ça devait être mis de côté. Parce que le carbone, une fois qu'il est cassé, il est bon pour la poubelle. Tu peux pas le récupérer. Souvent, c'est une des difficultés qu'on a, mais son thermoformage permettait justement de réparer le plastique, puis il y avait les mêmes propriétés d'inflexion et autres. Juste un des exemples dans la technologie du plastique que je te nomme, mais est-ce qu'il y a certains secteurs qui devraient être plus à l'écoute des opportunités? C'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, le Canada, c'est un écosystème, on va dire, qui est trop prometteur, avec beaucoup de potentiel en matière d'innovation technologique de rupture sur la deep tech. Oui. On a visité l'Institut Mila, c'est énorme ce qui se fait là-bas sur la... Où ça? Mila. Mila, ben oui, absolument, oui. Sur le plan IA, on ne transformait pas uniquement les produits, mais transformait la façon avec laquelle on fait de la R&D. Mhm. C'est énorme, ça peut donner lieu à de belles innovations. McGill University. Bon, je ne vais pas les lister parce que, en fait, en matière de recherche et en matière d'innovation, il y a énormément de potentiel. Maintenant, il faut chercher un marché et il faut surtout scaler ces startups qu'on va créer ici au Canada ou ailleurs. Donc, le Canada a beaucoup à gagner à s'ouvrir sur des continents comme ceux de l'Afrique. Puis on a une des difficultés au Canada, c'est un éditorial personnel, si je peux me permettre. Oui, oui. Je pense qu'on on fait pas assez d'innovation. On a beaucoup de R&D, d'idées, de concepts, mais pour moi, l'innovation se mesure en part de marché. Pour qu'une innovation en soit une, il faut qu'elle soit vendue puis utilisée par un client pour réellement générer de la valeur. Sinon, c'est des idées. Fait on a beaucoup, je pense, de lieux comme le Mila, qui est exceptionnel, le Santec, des incubateurs de start-up, puis le monde universitaire est quand même hyper il bouille. Mais il y a beaucoup d'idées, de concepts qui sont levés ici. Puis l'innovation est faite offshore. C'est là que les entreprises vont naître puis créer des parts de marché. C'est un des contextes qu'on a ici au Canada. Puis ça, c'est ma perception personnelle, que l'innovation, c'est des parts de marché. C'est peut-être l'entrepreneur en moi qui parle, mais c'est une des problématiques qu'on a. Est-ce qu'il y a des façons de solutionner ça, de dire, oui, on a l'opportunité d'aller au Maroc, mais de garder l'entreprise ici, avec son siège social? Vous ne déracinez pas nécessairement l'entreprise. Comme vous dites tantôt, vous avez des investissements un peu partout à travers le monde, mais c'est une extension qui peut être faite là-bas, puis une ouverture au marché. Écoutez, je vais être humble. Je sais pourquoi vous avez on va dire, cette analyse, je comprends tout à fait, parce que vous comparez à la Silicon Valley. Hein. Vous Exact, voulez ouais. des licornes, des décacans, vous voulez des entreprises canadiennes qui créent des innovations de rupture, qui changent le monde, qui résolvent des problématiques réelles. Et ça, je comprends, mais il ne faut pas oublier aussi que l'écosystème VC canadien, c'est 9 milliards de dollars, hein. 9 à 10 milliards. C'est énorme, c'est des investissements colossaux.
Mais bien sûr, c'est pas suffisant Mhm. si on veut se comparer à d'autres écosystèmes qui sont en avancée. Donc, par rapport aux solutions, je vais rester humble quand même. Je pense que moi, j'ai été émerveillé. Ce que je pourrais te dire, c'est premièrement, il y a, il y a un proverbe qu'on dit en Afrique. Quand vous, je sais pas si, enfin, on va dire plus ou moins, on dit que 1 + 1 est égal à 11 quand vous travaillez avec un Africain. N'est-ce pas? J'aime ça, C'est OK? J'ai pas, jamais entendu, j'aime ça. ouais, donc, ça veut dire que l'Afrique, quand on a le bon partenaire, Mhm. quand on comprend, quand on fait notre homework et qu'on comprend en fait les spécificités, qu'on choisit une région et on ne considère pas l'Afrique comme un continent, etc., et que c'est rationnel, le partenariat il est développé sur un mode win-win, Oui, pas en haut, on va juste exporter, nous savons ce qu'il faut faire, mais plutôt on dit que le continent africain peut nous aider aussi. Quand c'est conçu comme ça, je pense que ça peut donner lieu à plusieurs avantages. Le premier, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une start-up canadienne, africaine, américaine. 60% des startups africains, plus de 60% en tout cas, ils sont sur des lower aux US. Donc, comment on pourrait définir? Est-ce que c'est des startups africaines ou ben, américaines? Donc, c'est les deux, plus ou moins. absolument. Euh, la même chose, on devrait introduire cette internationalisation du concept de la startup. Aujourd'hui, les géographies sont en train de s'effacer, s'aplatir. Une startup canadienne peut être africaine, peut être européenne, peut être américaine. Le plus important, c'est de créer de la valeur ajoutée au Canada Oui. et en Afrique, n'est-ce pas? Donc, on peut imaginer un centre R&D OK. ici, un centre de R&D là-bas, un centre sales ici, un centre sales aussi en Afrique, qui peut attaquer l'Europe et les États-Unis ensemble, n'est-ce pas? Mhm. On peut imaginer aussi des sujets de R&D, mais R&D applicatifs, qui peuvent être transformés, commercialisés en une start-up. Oui. Et au lieu de faire ce transfert technologique, chacun pour soi, on peut le faire ensemble et mutualiser les brevets, la propriété intellectuelle. Ça permet premièrement d'impliquer, ancrer le partenariat, d'avoir un truc win-win, incentiver les deux parties et surtout attaquer les marchés ensemble. Donc Absolument. c'est par ça que je dis, en fait, quand on dit 1 + 1 est égal à 11, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, in fine, on peut dérisquer ensemble, on peut investir ensemble et on peut exploiter des marchés différents ensemble. Et in fine, les problématiques sont les mêmes. Quand on parle de développement durable, c'est les mêmes problématiques. Quand on parle d'inclusion financière, en fait, Mhm. aujourd'hui, au Canada, on utilise du cash. Au Kenya, on n'utilise pas du cash. On a un PESA, une start-up qui a réussi à dématérialiser en fait, les paiements. Ce qui est quand même une innovation qui pourrait être exportée ou qui pourrait inspirer des startups fintech ici au Canada. J'adore la perspective que tu apportes, Yacine, de dire que tu sais, une startup peut être internationale. Ouais, ouais. Dans sa culture, dans ses racines, dans son footprint qu'il peut avoir un peu partout. Exactement. J'aime comment tu résumes en fait l'idée. C'est, c'est une très belle synthèse. D'autant plus que la diaspora peut jouer le rôle de ce bridge. OK. Parce que bon, le Québec aujourd'hui, c'est quand même. Je connais pas la diaspora. Je m'excuse. La diaspora, ça veut dire des Marocains, des Africains d'origine africaine qui sont ici, au OK. Canada. OK. Et donc qui connaissent, qui sont canadiens, qui Oui. sont québécois, qui connaissent un peu l'écosystème et qui ont des origines africaines. Absolument. Qui ont la double nationalité, même des fois, qui ont famille, amis ici d'un côté et de l'autre. Alors, ils comprennent les deux écosystèmes et c'est eux le bridge. Oui, in absolument. fine. Et encore une fois, ils peuvent, parce que le bridge, c'est pas évident de le créer. Avec la diaspora, ça devient plus facile, Mhm. parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des pratiques, il y a aussi un savoir-faire à faire passer d'un côté à l'autre. Il y a aussi une perception qui peut limiter les investisseurs canadiens à investir dans une start-up africaine et vice-versa. Absolument. Donc la diaspora pourrait jouer ce rôle d'internationalisation parce que ces membres de la diaspora, ils sont canadiens, mais ils sont africains en même temps. Mhm. C'est extrêmement beau, puis je pense qu'on pourrait faire du pont longtemps là-dessus. Puis tu sais, c'est un des enjeux qu'on a comme nation aussi d'aller changer tout ce qui est nos échanges commerciaux. Tu sais, on était beaucoup basé, 80% de l'économie s'en allait aux États-Unis directement. Je pense qu'on est dans un gros monde où est-ce qu'on se doit d'ouvrir nos portes de débouchés commerciaux avec d'autres nations pour que, puis s'il y a des opportunités qu'1 + 1 égale à 11, c'est déjà beaucoup plus que 3. Moi, des fois, le logarithmique, je le voyais comme ça, 1 + 1 égale 3. Mais si en Afrique, c'est 11, ça vaut d'autant plus la peine de s'y intéresser. Quelles sont, selon toi, les valeurs communes entre ce que tu vois ici au Canada, au Québec et le Maroc, sur lesquelles est-ce qu'on pourrait bâtir une relation? Bah, c'est une très belle question. En fait, la première valeur, moi, en tout cas, que j'ai appris quand j'étais à la Silicon Valley, c'est la diversité.
on ne peut pas créer un écosystème en fermant nos portes et nos fenêtres et de nous dire non, non. Si on est trop homogène, on va mourir. On est tous trop pareils, là. Il y a une consanguinité, il y a un manque d'idées différentes, de backgrounds différents. La diversité, elle crée la rupture. Elle crée, en tout cas, l'ambition. Quand on a des communautés qui viennent du monde entier, on a la capacité d'imaginer l'impossible parce qu'en tout cas, la diversité de perspectives permet justement d'alimenter. On a des talents du monde entier. Ça, je le vois au Québec. C'est quand même impressionnant. C'est une métropole avec des gens qui viennent du monde entier, qui sont intégrés, qui se sentent canadiens, mais en même temps qui ont des perspectives différentes. Qui gardent leurs propres racines, leur propre culture quand même, qui apportent ici. Exactement, mais c'est un potentiel de valeur ajoutée énorme que le Canada devrait exploiter. Est-ce que vous avez un peu la même chose au Maroc ou c'est un petit peu plus homogène? Le Maroc a la chance d'être à 14 km de l'Europe. OK, oui, c'est vrai. On est juste à côté. On est aussi panafricain, on est aussi, parfois les gens nous disent que vous êtes aussi du Middle East, on l'est, parce qu'il y a la région MEA, qui est MENA plutôt, Middle East, North Africa. Donc on fait partie de l'Afrique du Nord et du Middle East, on fait partie de l'Afrique, on est proche de l'Europe et on a de la diaspora en Europe, et bon, on parle français et anglais, donc on est très connecté à l'Europe. C'est très multiculturel aussi, les métropoles là-bas. Et le Maroc a toujours été... En tout cas, la rencontre de plusieurs cultures historiquement. Absolument. Je pense que la première université au monde est au Maroc, je ne me trompe pas. Al-Qarawiyyin, exactement. Okay, L'université d'Al-Qarawiyyin, qui était la première université à Fès. Et aujourd'hui, on a UM6P, une autre université qui a commencé en 2017, que j'ai eu le privilège de rejoindre, où le tiers, c'est des gens qui viennent du monde entier, des professeurs, des chercheurs. Donc, on a créé une diversité. Donc, en général, oui, le Maroc est aussi un pays très divers. Et justement, puisque le Canada et le Maroc, ils sont à côté, c'est pas très loin, même si c'est 7 heures de vol, entre Montréal et Casablanca. Ça se fait très bien, là, absolument. Là, c'est un red eye flight, puis on est rendu, c'est numéro 1, ça. Il nous faut plus de vols, certainement. Mais en tout cas, ce que j'imagine, c'est que premièrement... Fait que la valeur de la diversité culturelle... Ouais, c'est fort. Permettent aussi de penser l'impossible. C'est ce que ça nous permet, dans le fond, quand on a plusieurs diversités. Autre valeur commune que vous voyez entre les différentes cultures, sur lesquelles est-ce qu'on peut bâtir? C'est ce sentiment qu'on peut faire plus. C'est ce sentiment que le potentiel, il est là. Et je l'ai vu au Canada. Tu me l'as dit tout à l'heure, c'était ton avis. Tu m'as dit, mais on pourrait plus. On a besoin de commercialiser cette R&D. On fait beaucoup de R&D, mais pourquoi il y a le même sentiment en Afrique, au Maroc surtout. On dit on est en train de fabriquer des automobiles, on a des jeunes qui réussissent dans les meilleures institutions mondiales. Quand ils sortent du système éducatif marocain, ils ont les meilleurs postes dans le monde entier, ils créent des innovations, des inventions, ils publient dans les meilleurs magazines. Et pourquoi on ne créerait pas aujourd'hui, au lieu de faire que de l'industrie classique, pourquoi on ne créerait pas des startups qui sont capables de transformer des verticales et des industries? Donc, on a aussi cette, on va dire, we're super hungry to showcase qu'est-ce qu'on peut faire à travers la startup. Et donc, on a un objectif commun. L'ambition, elle est là. Ambition, et on veut faire des choses à travers la startup, à travers la commercialisation de la R&D, n'est-ce pas? Et donc, ça aussi, c'est une valeur qui nous permet en tout cas de retravailler nos priorités. On pourrait travailler ensemble. OK. Bien, ça me donne déjà certaines belles fondations sur lesquelles bâtir, puis je confirme de mon point de vue, en tout cas ce que moi je vois ici, que je partage à 100% ces trois différents points-là. Question pour toi, Yacine. Tu es assis à côté du trophée René Lemay, qui est notre premier employé chez GLM Conseil. René, 72 ans, il travaille encore avec moi 30 heures par semaine. Puis moi, j'ai dit, là, tu vas travailler avec nous là, jusqu'à temps que tu nous quittes. Ça lui permet de rester jeune. Il reste allumé, il comprend les highs, il fait beaucoup de sollicitations pre-sale, mettons, pour nous autres. C'est quelqu'un d'extrêmement allumé. Puis René, je l'adore parce que il y a la culture du kilomètre additionnel. Tu sais, il y a toujours ce que tu promets aux clients. Là. Tu sais, des fois, c'est le 100 promise, over-deliver. René, il y a vraiment la culture du kilomètre additionnel. Est-ce que dans ton entreprise VC à l'heure actuelle, il y a des kilomètres additionnels que vous faites des fois pour vos clients
quelle est votre culture, votre mentalité par rapport au kilomètre additionnel? Est-ce qu'il y a des idées, des exemples, des choses que vous faites des fois pour aller juste une petite coche plus loin à l'occasion? Ouais, c'est une très bonne question parce que pour avoir cet état d'esprit du mile additionnel, ça veut dire que le client, c'est ta priorité, in fine. Oui. Que tu es là pour servir ce client, parce qu'in fine, si on fait un produit qui est juste et qui, sans pour autant over-promise et sans pour autant impressionner le client, in fine, on ne se challenge pas et on est dans le statu quo et on passe à des taux de croissance de 4%, de 3%, de 2%. Puis on perd notre temps rendu là. Exactement, on n'est pas dans cette ambition de high growth qui permet en tout cas de pousser les autres clients à dire mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai besoin de ce fournisseur et de créer cette attente. Donc c'est une culture qui me parle surtout dans l'industrie. Parce que moi j'ai eu le privilège de créer Fovatech et dans lesquels en général quand on a un cahier de charge, on livre un équipement industriel tel qu'il a été demandé. Oui. On ne demande pas, in fine, est-ce que ce client a besoin de plus? Est-ce qu'on peut créer un capteur, intégrer de l'IA? Exactement, oui. Faire une petite extra miles, justement. Exactement. Et c'est pas, en général, sur l'industrie, on ne propose pas plus pour la simple raison, c'est que les clients ont des cahiers de charges très stricts. Oui. Et que c'est hyper compétitif. Et si on propose plus, en général, on est Puis pas le critère compétitif. de sélection, c'est souvent le prix. C'est le prix. Fait Ouais. qu'on on veut pas mourir. OK? Fait que c'est limitant à ce niveau-là. Exactement. Moi qui ai été directeur d'une entreprise industrielle avant, je sais que la valeur ajoutée pour le client, elle va au-delà du prix d'acquisition. On a fait des études, on s'est rendu compte que la valeur d'acquisition d'un équipement industriel, d'un service industriel, ne représente in fine que 10% du life cycle cost, du coût total de possession de cet équipement ou Ouais. de ce service. Absolument. Donc ce qu'on fait, c'est on essaie d'éduquer les clients, de leur expliquer, écoutez les amis, on sait que vous voulez ce cahier de charge, mais ce qu'on vous propose, c'est au-delà de votre besoin. On veut installer un capteur, on veut installer ce qu'on appelle une plateforme. Nous avons une plateforme qui s'appelle Fova Connect, qui suit l'équipement tout au long du cycle de Cycle vie. de vie, d'utilisation. On anticipe les défaillances, on intègre ce qu'on appelle reliability within the design process. Ça veut dire quand on conçoit l'équipement, il n'est pas conçu pour être le moins cher possible, mais pour durer le plus possible. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, les clients sont un peu réticents parce que c'est quand même OK, pas... j'adore ça. OK. Les clients, ils se disent, mais non, c'est plus cher, je ne veux pas payer les 10%. Mais quand on pousse, quand on fait des efforts, après quelques mois, quelques années, les clients, ils reviennent, ils vous disent, je comprends maintenant pourquoi vous poussez. In fine, ça m'a coûté beaucoup moins cher sur le cycle long. Mhm. Et là, je veux être votre partenaire, je veux commander chez vous. Accompagnez-moi, pas uniquement sur l'exploitation. Est-ce que vous pouvez aussi m'accompagner sur la façon avec laquelle je dois gérer mes actifs industriels? Absolument. Et donc, il y a beaucoup d'efforts à faire sur l'industrie parce que, comme je dis, si on revient vers l'arrière, si on a une time machine et on revient aux années 80, aux années 70, vous rentrez dans une usine, il n'y aura pas beaucoup de différence par rapport à une usine actuelle. Hein. Très peu quand même. Il y a peu, peut-être quelques écrans Dépendamment ici et là. des secteurs, mais il y en a beaucoup qui s'est demeuré. Mais on ne serait pas dépaysé. On serait pas. Non. Mais pour écouter la musique, ça a totalement changé. Pour envoyer, pour communiquer, ça a Les totalement vies changé. personnelles des gens, c'est fou. Tu t'assois dans ton auto, tu ouvres tout de suite Waze ou Google Maps, c'est comme un no-brainer. Mais dans l'usine, de la les gens, ils science-fiction, n'ont hein. pas un Google Maps pour savoir Non, où c'est- aller, quoi faire, next step. Là. C'est presque les mêmes, même la façon avec laquelle on conçoit des équipements. Mhm. Moi, je fais de la machinerie industrielle hydraulique. En fait, les bases de conception sont les mêmes. Ça n'a pas été révolutionné. Absolument. Pour les raisons simples, qui est le client ne voit que le prix d'acquisition alors que la valeur ajoutée peut être créée. Et donc, on doit faire un mouvement, nous industriels en tout cas, sur cette partie-là, parce que les plant managers, les ingénieurs de production et de maintenance et les directeurs d'usine et de manufacturing ont le droit d'avoir un service meilleur où c'est eux qui sont au centre de la développement de solutions pour ces industries. J'adore ça, tu sais, parce que souvent, pour avoir une belle maturité numérique d'entreprise, il y a deux axes à la maturité. Tu as soit l'intensité numérique, c'est des logiciels que tu achètes. Puis là, tu peux acheter un logiciel AI, un logiciel ERP, comme on parlait au début, qui est Ouais. des fois un mal nécessaire. C'est très difficile à implémenter dans une entreprise industrielle. par ailleurs. Ouais, non, ça c'est sûr, on pourra en reparler après. Puis, il y a aussi la culture numérique en entreprise. La culture numérique, souvent, c'est la capacité des équipes de garder une certaine agilité pour rapidement utiliser les technologies puis générer de la valeur pour le client.
Interne ou externe. Exact. Ça, c'est une des définitions que je pourrais avoir de la culture numérique. Puis je rentre là-dedans ce que vous avez dit, Yacine, qui est le TCO, le Total Cost of Ownership. C'est de dire, dans ma culture numérique, je me dois de budgéter que quand j'achète une tech, là, elle va me coûter X dollars par année, qu'il va falloir que je réinvestisse dedans. Les gens n'ont pas toujours cette culture numérique-là de prévoir mon OPEX, ma dépense d'opération en lien avec le numérique. Puis l'exemple que tu me donnes, c'est comme de la servicification d'un produit. Achète pas juste une machine, là, mais achète le gain qu'elle va générer dans ton procédé de fabrication. Fait qu'il faut que tu budgétises, ça va être quoi son coût d'entretien, maintenance, d'évolution, puis pense aux capteurs à mettre dessus pour le faciliter. Fait que ton extra miles est de conscientiser les gens sur la culture numérique face à l'acquisition d'une nouvelle technologie. C'est la synthèse que je me donne de ce que tu me dis, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, je suis impressionné. Tu as utilisé un terme qu'on a créé en 2018 qui s'appelle MaaS, Machinery as a Service. OK. On voulait transformer les business models de la machinerie industrielle pour plusieurs raisons. Raisons financières, raisons de cash, on voulait transformer les le capteur barrières à OPEX. l'entrée qui sont trop élevées des fois aussi. Exactement. Pourquoi acheter un équipement et le maintenir? C'est pas le boulot d'un responsable d'usine. Mhm. Le boulot d'un responsable d'usine, c'est de produire. Opérer la machine, pas l'acheter. Même pas opérer. C'est en fait, par exemple, si c'est une usine chimique, c'est de maîtriser la réaction. Absolument. C'est là où il y a l'enjeu. Je suis spécialiste du procédé de fabrication. Procédé de fabrication, pas de la machine elle-même. Exact. Ouais. Mais non, le responsable d'usine passe plus de 40% sur les sujets liés à la maintenance d'actifs industriels. Alors que c'est pas son métier. Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas à livrer de la vraie qualité, il n'arrive pas à optimiser les coûts, il n'arrive pas à optimiser son produit pour son client final. Mhm. Et donc, ça se cascade. Mais in fine, si on lui dit, vous êtes quelqu'un qui doit maîtriser le procédé parce qu'un point d'optimisation de rendement vous permettra de gagner énormément sur le coût et ça peut se projeter aussi sur le prix pour votre client et donc ça peut aussi vous améliorer vos avantages en comparatif. S'il y a quelqu'un qui peut prendre en charge ce service-là, Qui est meilleur que moi. c'est nickel. On ne calcule même pas dans le TCO, on ne calcule même pas la concentration, le temps passé sur ces sujets-là. Mhm. Sans parler de budgétisation, sans parler du fait qu'il n'est pas un responsable de maintenance, que c'est pas son métier. Absolument. Sans pour autant dire qu'il y a des équipementiers, et je suis désolé de le dire. Ils ont compris ça, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font parfois de l'obsolescence programmée, ou même pas programmée. Ils ne sont pas incentivés sur des équipements qui durent et qui livrent un meilleur. Parce que on va acheter la pièce de rechange, donc pourquoi j'améliorerais la fiabilité, la robustesse de mon équipement? Absolument. Si c'est pas brisé, je le réparerai pas tout de suite. Cette mentalité-là, des fois, là, ça fait aucun sens. Puis ça pousse, puis là, allons pas là parce qu'on va parler trop longtemps, Yacine, là, mais ça pousse au paradigme d'hyperconsommation, je trouve, dans la société, de toujours racheter. C'est l'auto qu'on achète qui dure 8 ans, qui s'en va à la poubelle après ou au recyclage, du moins, et autres. Fait que ça, je pense que ça fait partie de la culture numérique de le voir sur le long terme. Puis là où moi, j'ai le plus de plaisir à travailler avec des manufacturiers ou des entreprises, c'est justement quand on peut travailler sur ce modèle d'affaires-là. De dire, je vais pas te vendre nécessairement une machine, je vais te vendre à l'heure, au kilowattheure, au nombre de pièces fabriquées, la valeur que ma machine a créée dans ton procédé de fabrication à toi. Demeure le spécialiste du procédé de fabrication, mais moi, je t'apporte une solution pour l'optimiser. Puis, je suis pas obligé de te vendre ma machine 100 000, un cost plus 40%, whatever. Je peux te le vendre X dollars selon telle fraction qui est comme ton... tu sais, j'ai un de mes clients qui vend des produits chimiques pour les gros boilers ou les grosses chaudières à vapeur. Puis depuis toujours, ils vendaient des produits chimiques, puis c'était des taux. Puis ils vendaient tel produit chimique, c'est X nombre de milliers de dollars pour un baril, et ainsi de suite. Puis ils se sont questionnés, puis tout à leur honneur, ce qu'ils ont fait, c'est installer de l'Internet des objets sur les chaudières. Ils ont monitoré à distance le pH, l'acidité de l'eau, et ainsi de suite. Puis ils ont donné gratuitement le service conseil à leurs clients. Mets telle quantité de tel produit parce que tu vas avoir de la corrosion bientôt. Puis ta chaudière va être moins efficace. Puis ils ont mis du stock en consigne. Puis ce qu'ils ont fait, c'est au lieu de vendre le matériel, le consommable, ils ont dit, on va te facturer 7% du gain en efficacité énergétique généré sur ta facture de gaz pour chauffer la chaudière.
C'est excellent, c'est du win-win. Fait que Tout le j'étais monde comme, gagne. wow, tout le monde y gagne, là. Exactement. Ils n'ont plus personne qui achète de produits chimiques. Ils ont diminué les frais de maintenance, puis eux, ils ont fidélisé leurs clients. Fait que Exactement. ça, c'est les plus beaux modèles d'affaires. Ouais. Dernière question pour toi, Yacine. Question d'inspecteur de police. Tu as différentes vies. J'adore le côté entrepreneurial qu'on aurait pu creuser encore plus, mais là, je pense qu'on manque de temps. Moi, j'aime ça, les gens éclatés à gauche, à droite, puis de vivre le monde du VC comme ça aussi, d'accompagner une trentaine de startups, je trouve ça génial. Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir sur toi? Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que j'aurais dû aller là ou te la poser? Oh. C'est la question la plus difficile que tu as posée, d'ailleurs. Ouais, je m'excuse. Non, je vous en Je prie. m'excuse pas. Mais écoutez, peut-être la question, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir en tant qu'écosystème d'innovation, que ce soit Afrique, Canada, ça veut dire tous les écosystèmes qui aspirent aussi à changer le monde à travers la technologie, à travers l'innovation. Oui. Et qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est une question difficile. Yacine, j'ai une question pour toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les écosystèmes d'innovation à travers le monde puissent réussir? Qu'est-ce que Qu'est-ce- ça prend comme ressources? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le succès dans ces écosystèmes-là au niveau international? Excellente question. Merci. Je prends tout le mérite, quoi. Écoute, c'est une question plus ou moins philosophique d'une manière ou d'une autre. Oui. Parce qu'il y a un espace, il y a la culture aussi qui joue énormément si on veut développer un écosystème d'innovation. Mais je pense que le fait que nous, université marocaine qui s'est installée par exemple à Montréal et qui assiste à un tel événement. Vous avez un footprint à Montréal, Ouais, l'université? ouais, on a Où un ça? campus juste à côté, à 5 minutes. Hein. OK. Ouais. Donc le fait qu'on est là, qu'on croit dans la magie de la collaboration et qu'il y a des amis du Canada qui sont des sommités dans leurs domaines respectifs, qui sont humbles et qui croient dans la collaboration win-win, Oui. je pense que c'est un très beau début de la réponse. Donc la collaboration et le fait de travailler ensemble, c'est hyper important et je pense qu'il faut le faire, mais d'une manière réelle et d'une manière assez pragmatique, intentionnelle. Oui. Il ne faut pas attendre, il faut aller. Par exemple, il y a peu de gens qui ont visité l'Afrique et le Maroc. Je pense qu'il est nécessaire, si on veut travailler avec le Maroc, de venir visiter les écosystèmes automobiles, industriels, l'université Mohamed VI, les autres universités de la place, les entrepreneurs, etc. Donc, il est important de croire dans le potentiel de la collaboration win-win. Deuxièmement, il y a un vrai sujet, parce que quand on a commencé l'écosystème startup il y a 4 ans, beaucoup de gens nous ont dit, écoutez, la Silicon Valley a été créée dans les années 50, et donc il vous faut peut-être une cinquantaine d'années pour arriver à ce qu'ils réalisent. C'est normal. En fait. On n'a pas ce temps-là, là. Exactement, on n'a pas ce temps-là. Et donc on doit trouver une solution pour accélérer le pace, pour accélérer la vitesse, et on doit faire des shortcuts pragmatiques, des shortcuts intelligents, et il n'y a pas un meilleur timing que celui de l'IA, que celui du digital, que celui où on a des frontières qui s'effacent pour le faire. Donc, si on ne profite pas de l'IA aujourd'hui pour retravailler et redéfinir la donne et de trouver un moyen pour accélérer, je pense qu'il y aura peu d'occasions pour le faire par la suite. C'est une grosse opportunité qui ne peut pas être laissée, mise de côté. Il faut capitaliser là-dessus. Exactement. Et je pense que ça, en tout cas, le SaaS va pas disparaître, mais certainement il va se retransformer. Les entreprises, vous savez, le taux de pivot depuis 2022 sur la Silicon Valley, il dépasse, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est un chiffre hallucinant. Ah, c'est sûr. Sur YC, les startups pivotent 3 fois dans 3 mois pour arriver au bon business model. Ça veut dire que les gens sont en train de retransformer la façon avec laquelle ils créent de l'innovation. Et donc, pour nous, on est in fine sur la même ligne de départ. C'est ce que ça veut dire, in fine. Ouais. Ça veut dire qu'on est tous à égalité en matière de maturité technologique. Donc, je pense qu'il est le moment d'accélérer, d'en profiter d'une manière intentionnelle et d'utiliser l'IA, d'utiliser la transformation digitale, du transfert de know-how pour travailler ensemble et créer des startups qui contribuent en tout cas pas uniquement à créer la valeur ajoutée pour l'humanité, mais surtout qui va permettre à l'humanité d'être sauvée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux existentiels avec tout ce qui se passe au niveau de l'IA, le changement climatique et autre chose. Changement climatique, entre autres. Moi, j'ai la profonde conviction, je veux y participer, qu'avec l'IA, ces percées-là, ça va être
un des éléments contributeurs à sauver la planète, justement. Là. Moi, j'y crois profondément. Il y a une startup qu'on avait investi justement là-dedans, mais de manière plus personnelle, pas structurée avec un fonds d'investissement. J'y crois énormément. Fait que je résume, Yacine, tu sais, tout ce qui est la collaboration win-win, puis capitaliser sur l'IA, puis pour pouvoir accélérer ce 50 ans-là qu'on n'a pas devant nous. Puis je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de choses acquises, autant au niveau du VC, même si je prends Google, par exemple, les navigateurs web. Ouais. Tu sais, Chrome avait complètement gagné la bataille. Il était sûr que les furteurs web, Chrome allait continuer de pouvoir surfer là-dessus puis avoir 80%, mettons, du marché minimum. Exactement. Mais la semaine passée, OpenAI a sorti Atlas. Ouais, Fait qui viennent de changer la donne complètement au niveau de la navigation. Fait qu'il peut avoir des acquis où est-ce que les colonnes du temple peuvent être shakées pour qu'on apporte des nouveaux produits. DeepSeek peut être un autre exemple par rapport à ça aussi, que des gens en Chine se sont dit, ben, vous voulez pas collaborer avec nous? On a beaucoup moins de moyens dans notre côté, dans notre startup, et on va lever quelque chose d'aussi puissant, sinon plus que vous, puis qui est écologiquement beaucoup plus rentable d'utilisation. Exactement. Je pense qu'OpenAI, tu y parles, 1 heure ChatGPT, c'est 1 litre d'eau potable qu'on vient de brûler environ. Fait que si on le compare avec DeepSeek, c'est beaucoup plus bas. Je ne me rappelle pas des chiffres exacts. Fait que, il faut rebrasser justement ces acquis-là pour compétitionner peut-être ou collaborer des fois avec ces institutions-là puis refaire notre Silicon Valley. Je rajouterais, tout ça, ça nécessite une confiance en soi. On doit croire en notre capacité, il faut le dire, il faut le croire. Figure-toi que c'est l'un des freins les plus majeurs pour développer un écosystème d'innovation dans nos écosystèmes. Souvent, il y a des gens qui te disent oui, mais quand on parle de licorne, quand on parle de rupture, tu sens que les gens, ils manquent un peu de confiance. Donc, il est nécessaire de le dire et d'avoir cette ambition de croire dans notre capacité de créer des choses, en tout cas, qui sont qui sont on the edge of technology. Je m'en veux parce que je pensais arrêter là, mais puis je saute. J'aime réagir, là, mais dernière question, tu sais, c'est. Je pense que oui, c'est essentiel dans l'entrepreneuriat, la confiance en soi. Yacine, tu sais, quel est le meilleur conseil que tu as reçu comme entrepreneur, puis comment tu la cultives? Tu sais, tu es présentement assis sur le bord de notre foyer canadien ici. On est dans notre chalet en Boiron, up north, et on boit un bon café, puis là, c'est fin de journée, fait qu'on pourrait mettre un petit peu d'alcool dedans au besoin. Mais comment est-ce que tu entretiens cette confiance-là en toi, puis cette passion-là? C'est quoi les bûches que tu mets dans ton foyer intérieur pour garder ta flamme allumée, puis aller réinvestir, être entrepreneur? Comment est-ce que tu cultives ça, toi, au niveau personnel ou professionnel? J'ai reçu un papier. J'avais la chance à la Silicon Valley d'assister à une classe en fait, un cours d'investissement très, très spécial où on a des gens du monde entier qui viennent et qui nous enseignent comment il faut investir et les bases, mais pas uniquement les bases, mais aussi des choses qui sont du vécu. Tous les cours sont issus du vécu. Et puis, il y a la personne responsable de ce cours qui m'a donné un papier qui m'a marqué, que je l'ai toujours d'ailleurs. Je l'ai maintenant dans la chambre d'hôtel. Qui est très fort, qui est celui de be humble. Soit humble, soit modeste. C'est hyper important. Parce que parfois, on a tendance à... Be humble. Quand on réussit, on a tendance à... Oui, be humble. Le deuxième conseil, be humble, be kind, and be ambitious. Ça veut dire il faut rester humble, c'est important. Be kind, ça veut dire que, in fine, on est une race qui travaille ensemble. Chacun ne peut rien réussir sans l'autre. Et donc, quand on est kind, en général, on va réussir d'une manière ou d'une autre. Parce que kind, c'est la politesse, c'est la gentillesse. C'est la gentillesse, c'est être... Bienveillance. C'est la bienveillance, ouais. Il faut être bienveillant vis-à-vis des autres parce que tu sais pas où tu peux avoir un bon conseil, une aide. Et surtout, si tu aides ton voisin, in fine, ce qu'on appelle à Silicon Valley pay it forward. Si tu aides quelqu'un va t'aider en in fine parce que c'est une culture qu'il faut créer. Il faut soi-même un exemple. Et puis, be ambitious, ça veut dire là, il faut the sky is the limit. Fait entretenir ça, puis mot de la fin, comment toi tu l'entretiens, ce dicton-là? Y a-t-il des choses que tu fais, une routine que tu as dans ta vie, d'avoir un club d'entrepreneurs, de passer du temps avec des VC, justement, ça t'alimente pour demeurer humble, kind and ambitious?
Je vais pas te mentir, parfois c'est difficile de le rester parce que c'est quand même, on a des égos, on a des... Ouais, puis le soleil il se lève à chaque matin, fait qu'il faut C'est ça. recommencer ça. Là, Pour commencer, c'est un exercice en continu. Donc ce que je voulais dire, c'est en fait, il faut pas se lasser, il faut à chaque fois se rappeler que pourquoi on fait ce qu'on fait. Parfois les gens pensent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font de l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent gagner de l'argent. C'est pas mauvais, hein, mais si l'ambition, si le driver, c'est uniquement de faire un bon exit, désolé. Tu peux pas te réveiller le matin, tu peux pas travailler parce qu'à chaque fois tu as des Tu vas problèmes. t'épuiser. Tu vas t'épuiser, c'est pas maintenable. It's not sustainable. Tu as besoin d'un driver et tu as besoin justement de rester humble, d'être kind et aussi d'être ambitieux. Au-delà, bien sûr, des objectifs financiers. Donc, l'idée, c'est de maintenir cet état d'esprit, de se rappeler chaque jour et de savoir en fait que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Parfait. Fait que c'est de se rappeler que c'est un marathon. Exactement. C'est pas un sprint. Fait que ça, tu te le rappelles le matin. Est-ce que tu vas faire un jogging, tu fais des marathons, une méditation, peu importe ces moments-là. Ben écoute, merci beaucoup Yacine de t'être assis avec nous à la chaise bleue. Discussion inspirante. J'espère sincèrement qu'avec les différents VC, la trentaine dans lesquels tu as investi, tu vas avoir trouvé des licornes qui vont contribuer à cette internationalisation-là de nos startups au travers les différentes nations. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Bonne journée, bon salon. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.